C'est parfait. Et Clara est revenue entre-temps. Super. Bon, eh ben, bienvenue à tous et toutes, du coup, à ce 42e Café Génial. Aujourd'hui, la thématique, c'est la responsabilité des gestionnaires de sites naturels dans le cadre des activités de pleine nature, aménagement et sécurité. Donc, exceptionnellement, nous avons une intervenante au lieu de deux. Nadine Sauter, du coup, du Conservatoire botanique national Pyrénées-Midi-Pyrénées, qui interviendra sur un projet d'équipement de voies d'escalade dans le cadre du projet Roca Nature qui s'est fait dans le parc national des Pyrénées, hein, si je ne me trompe pas, Nadine, c'est ça. Donc, elle vous en dira un petit peu plus sur tout ça après. Et Sophie nous fera un petit point d'actualité aussi en lien avec le sujet, sur ce qui se passe et ce qui se dit dans le cadre du plan d'action territorial. Bonjour Muriel. Très bien. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser la caméra allumée, c'est plus sympa, et à prendre la parole pour poser des questions. Peut-être Nadine, je ne sais pas ce que tu en penses. En général, on fait l'intervention et ensuite les questions-échanges. Là, on a un peu plus de temps aujourd'hui et on n'est pas très nombreux, donc peut-être qu'on peut faire au fur et à mesure s'il y a des questions. Tu me dis en fait ce que tu préfères dans le cadre de ton intervention. Oui, bonjour. Bon, moi, peu importe, effectivement, on n'est pas très nombreux. Après, peut-être que les questions viendront, oui, soit au fur et à mesure, soit peut-être que les participants voudront voir si les réponses viendront pas en En suivant. suivant. Je peux faire une petite première coupure parce que j'ai prévu de présenter Roca Nature globalement. Donc, on pourra faire là un petit moment, un arrêt pour voir s'il y a des questions. Et puis après, j'attaquerai bien la présentation du sujet. Parfait. Eh ben, on fait comme ça. Merci Nadine. Et on va faire, comme à l'habitude, un petit tour d'écran, du coup, de présentation rapide, nom, prénom, et pour enfin, voilà, structure et pourquoi le sujet vous intéresse. Alors, du coup, je vais donner la parole à Clara. Bonjour à tous, Clara Garcia-Mato, chargée de mission stratégie air protégée au Parc des Grands Causses. Et le sujet m'intéresse parce qu'il y a pas mal de sites en voie de passage en protection ou qui se protègent actuellement, sur lesquels voilà, on a des interactions entre milieu naturel, activité de pleine nature, des questions qui se posent par rapport aussi à la sécurité sur certains sites. Donc on est en plein dedans. Merci Clara. Anne? Bonjour à tous, donc Anne Salvado de la région Occitanie au service Natura 2000. Je suis chargée de projet donc Natura 2000 et référente pour les départements Hérault et Gard. Et ma présence aujourd'hui, c'est parce que du coup j'accompagne beaucoup d'animateurs Natura 2000 qui ont justement ces problématiques d'activités de pleine nature en site Natura 2000 et des activités de pleine nature qui vont en s'accroissant. Donc d'où voilà voir un peu ce que vous proposez dans ce café génial. Merci Anne. Lucas? Ah, on ne t'entend pas, Lucas. C'est juste que je crois qu'il faut que tu parles un peu plus fort et plus proche du micro. Non, non plus. Est-ce que là, vous m'entendez? Ah oui, c'est mieux. Oui, ok, pardon. Du coup, Lucas Bastier du PNR Corbière-Fenouillède, pardon. Et moi, justement, ça m'intéresse dans le cadre enfin, exactement comme Clara, du développement d'activités de pleine nature sur le territoire et de certains conflits d'usage avec les enjeux biodiversité. Donc, c'est pareil, pour essayer de voir ce qui en ressort de ce café. Voilà. Merci Lucas. David?
Oui, pardon, bonjour. Donc oui, David Barillot, technicien pour les espaces naturels sensibles, département du Lot. Donc voilà, je suis intéressé par ce sujet parce que effectivement sur les espaces naturels sensibles, on procède à un certain nombre d'ouvertures de sites, d'aménagements de sites naturels avec différentes activités de pleine nature et des aménagements qui génèrent des surfréquentations, qui génèrent d'autres aménagements, et déjà quelques petits procès sur certaines activités par rapport à des purges de falaises liées à l'escalade, avec des chutes de pierres sur les maisons, des soucis sur la plongée spéléo, sur des résurgences, des choses comme ça. Donc voilà, c'est faire un petit point aussi sur ce qu'impliquent les différents aménagements. Merci David. Michael? Bonjour à tous. Mickaël Basso, moi je suis à la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault, chargée de mission Natura 2000. Donc on a deux sites en gestion, les Gorges de l'Hérault et le Causse d'Omlas, et c'est vrai qu'on est beaucoup sujet aux activités de pleine nature, un peu tout azimut, et donc d'où l'objet de ma présence ici, un peu comme tous les autres participants, donc d'essayer de voir un peu comment on articule un petit peu tout ça avec les enjeux biodiversité, effectivement, jeu d'acteurs, voilà. Merci Michael. Muriel? Bonjour, Muriel Ribaud, déléguée adjointe à la délégation Languedoc-Roussillon du Conservatoire du Littoral. Donc, moi, je suis pas gestionnaire, je suis propriétaire, mais malgré tout, cette notion de responsabilité, c'est quelque chose qui nous, qui nous intéresse, qui nous importe. Euh, voilà, on a déjà eu des accidents liés à des activités de pleine nature sur les sites du Conservatoire. Voilà, donc ça m'intéressait de voir la thématique abordée ce matin. Alors rapidement, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions ce matin et si ça va amener toutes les réponses que vous souhaitez. Muriel, surtout par rapport à la thématique responsabilité, c'est vrai qu'on devait avoir un deuxième intervenant au départ que voilà, je ne suis pas arrivée à avoir, qui était plus sur l'aspect responsabilité. Je ne sais pas, Nadine, toi, si tu as des éléments sur ce sujet-là. Mais c'est plus aménagement, effectivement. Mais voilà, l'idée est de continuer à chercher des éléments sur ce thème-là. Et je ne sais pas si on aura beaucoup de choses à amener là ce matin, Muriel, sur la partie Ok. vraiment responsabilité, hein. Ça a été assez difficile de mobiliser des intervenants aujourd'hui. Et pour finir, Noémie? Oui, bonjour, Noémie Olive. Donc, je suis chargée de mission activité de pleine nature au service environnement du département des Pyrénées-Orientales. Et donc, du coup, comme on est en train d'élaborer notre DESI, le plan départemental des espaces cités itinéraires, c'est forcément un sujet primordial. Et donc, voilà, je suis là pour écouter un petit peu ce qui se dit voilà, sur ce sujet et en apprendre. Voilà. Merci, Noémie. Beaucoup de départements, du coup, ce matin. Vincent, je ne sais pas si ton micro fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Oui, bonjour, je n'ai pas de caméra, désolé. Donc Vincent Dumenier, en charge des espaces naturels sensibles au département de l'Aude. Et un peu comme tout le monde, je suis en veille technique, réglementaire, etc., suite aux pressions diverses et variées, amenées par diverses activités, pas seulement de sport de nature, on va dire, sur nos espaces naturels. Merci, Vincent. Écoute, Nadine, je te laisse te présenter du coup et partager ton écran. J'arrête le partage de mon côté. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs, ce serait un peu mieux vu. Ok, bonjour, bonjour à tous et toutes. Donc Nadine Sauter, je travaille au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées en tant que chargée de conservation et animatrice du programme Roca Nature. Je vous partage l'écran. Tac. Est-ce que vous voyez? Ah, là c'est bon. Ok. Donc, oui, donc, hop, je vais passer à la seconde. Voilà. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait de diapositive sur le conservatoire botanique. Peut-être juste en deux mots.
Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées a un agrément du ministère de l'écologie. Il y en a tout le territoire métropole et outre-mer est couvert en fait par des conservatoires botaniques nationaux. Et on a des missions de connaissance, conservation de la flore sauvage et des milieux naturels, la préservation des éléments les plus rares, protégés. On a une mission d'appui technique, d'accompagnement des services de l'État, des collectivités, de l'ensemble des acteurs qui ont à faire en fait avec la flore sauvage, mais également des missions liées à d'autres groupes taxonomiques comme les champignons, les mousses, euh, voilà, les lichens également. Et donc pour finir, des missions de sensibilisation, information auprès de tout public, du végétal hein, dans son ensemble. Dans le cadre de ces missions, depuis 2019, j'anime un programme qui s'appelle Roca Nature. On a ciblé dès 2019 en fait les milieux rocheux. Pourquoi les milieux rocheux? Parce qu'en fait, on avait déjà un certain nombre de cas, de liens avec des acteurs sur le terrain sur une problématique surtout liée à l'escalade. Voilà, parce que les enjeux, c'était ceux-là qu'on avait le plus peut-être conscience ou en tout cas qui ressortaient de notre base de données, etc. Donc le milieu rocheux, donc à la fois des lieux de vie pour des espèces animales comme végétales, même si justement j'en reparlerai un peu après, des espèces végétales sont parfois un petit peu éclipsées par les enjeux faune et notamment rapaces. Et donc, voilà, enfin, voilà, aujourd'hui, on est entre, j'allais dire, structures intervenants, on est conscient hein, des enjeux de pratique, de sport de nature en développement constant. Déjà 2019, assez fort, puis il y a eu le Covid, encore avec une explosion en fait de ces sports. Et donc, multiplication finalement des superpositions, des enjeux naturalistes et des enjeux de pratique. Donc, l'objectif de Roca Nature est de mettre en réseau des acteurs impliqués et une veille hein, sur les milieux à fort enjeu de biodiversité. C'est apporter aussi des éléments de compréhension, de connaissance, mais aussi de compréhension aux acteurs sportifs et collectivités sur ces enjeux floristiques sur les milieux rocheux et de les accompagner dans une démarche de prise en compte de la flore et des milieux naturels dans le cadre de leur projet. Ça y est, si, ça marche. Voilà, je vous ai mis une petite diapo des grosses catégories d'actions, si on peut dire, de ce qu'on fait. C'est vraiment très, très général. On y reviendra un peu plus en détail. Donc, une des premières actions, même si elle se poursuit hein, au fur et à mesure des années, c'est bien d'identifier aussi les acteurs, les types d'acteurs qui peuvent avoir un impact ou qui peuvent être concernés hein, par cette problématique-là. Les données disponibles, essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme données, quel type de données, comment elles sont mobilisées, je veux dire, où est-ce qu'elles sont, qui peut avoir accès, etc., comment elles peuvent être diffusées, mises à disposition, etc. Sensibiliser, former les acteurs hein, à la préservation de la biodiversité floristique, la conception d'outils de communication, j'y reviendrai au fur et à mesure. Et deux autres actions, peut-être un peu plus techniques. On a expérimenté, j'allais dire, la cartographie de la sous-trame des milieux rocheux qui, dans le cadre de la trame verte et bleue, était un petit peu laissée de côté, de fait, parce que, en fait, pas évidente en fait, à cartographier avec des outils SIG ou satellitaires, etc. Donc, on a essayé sur 2-3 départements de faire une cartographie, une méthodologie de cartographie. Et puis, on a expérimenté également
les apports d'un drone sur un milieu rocheux, éboulis, falaise, pour éventuellement détecter des enjeux donc floristiques, hein, toujours en l'occurrence. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter en fait bien à la préservation de la flore et au regard en fait des pratiques pour anticiper éventuellement des projets, etc. Sur ces deux derniers points, j'ai pas prévu d'y rentrer là-dessus parce que c'est plutôt assez technique et puis on est encore en cours d'analyse des données. Voilà, ça pourrait peut-être faire l'objet éventuellement d'un autre point ou de discussion ultérieure. Donc, voilà, Roca Nature, on a vraiment essayé, mais certainement comme d'autres, hein, de partager en fait, partager les enjeux d'un point de vue naturaliste, mais aussi des pratiques. C'est rendu compte, en fait, qu'il est nécessaire en fait d'avoir un temps de dialogue, de concertation, que les uns et les autres puissent en fait exprimer les enjeux. Dans le monde environnemental, naturaliste, biodiversité, on est voilà peut-être assez fort pour pouvoir apporter les connaissances, on est très calé, on a des compétences, etc. Mais il faut pouvoir avoir aussi un espace de discussion et surtout que les acteurs en fait sportifs puissent être entendus et puissent pouvoir aussi donner leur avis et surtout qu'ils puissent s'exprimer sur les enjeux en fait et sur les projets qu'ils auraient, qu'ils ont eu, là où ça s'est pas bien passé, etc. Parce que je pense qu'on a voilà, on peut toujours s'améliorer sur ces types de projets, sur des territoires. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir mutualiser parce qu'il y a des choses qui se font ici et là. Parfois, c'est des territoires vraiment très, très petits, très localement, et qui fonctionnent et qui sont pas forcément connus. C'est intéressant en fait de pouvoir partager ça. En tout cas, ce que nous, on pense nécessaire, important, et là où on a pu intervenir, c'est vraiment à partir d'un projet territorial, localement. On voit que en fait, il y a une dynamique réelle en fait de travail à partir de personnes, de relations qui se font d'ailleurs. Parfois, on n'a même pas conscience. Et donc, de pouvoir construire un projet sur une dynamique locale permet, et de se connaître, permet en fait on le voit quand même hein, depuis 2019, d'arriver quand même à quelque chose d'assez à la fois opérationnel et puis où l'ensemble des parties, je dirais, est satisfait en fait de l'intégration des enjeux respectifs. Donc, on a testé plusieurs formats, formats ou plutôt, non, on a dit un format, un atelier. On va sur le terrain, descend un canyon avec justement ceux qui souhaitent équiper, rééquiper un canyon. On va sur une via ferrata ou un projet de via ferrata. Donc, je vous illustre un petit peu les images où on accompagne à travers, voilà, on accompagne les acteurs et on va sur place pour se rendre compte. Alors, nous, je veux dire naturalistes, même si nous, Conservatoire botanique, on n'est pas une association, mais on accompagne d'un point de vue floristique et on peut faire des inventaires, des diagnostics partagés, des enjeux qu'il peut y avoir sur le site de pratique et on est accompagné en fait des acteurs eux-mêmes. Et ça, c'est important parce qu'en fait, de faire des inventaires de notre côté, naturaliste, et puis on vient après et on pose un rapport, on pose un dossier, on dit là, il y a une plante protégée, bon, là, il y a peut-être un euprocte, là, il y a un rapace, etc. Sans que finalement les acteurs aient pu peut-être le voir de leur eux-mêmes. Et ils ont un rapport et c'est déjà ça peut un peu coincer à ce niveau-là. Donc là, le challenge, j'allais dire, c'est d'aller, quand c'est possible, hein, etc., mais d'aller au moins, ça peut être aussi au pied d'une falaise. Et ça, c'est hyper important, même si finalement on se dit on verra pas grand-chose, c'est pas la bonne saison et tout. Mais en fait, néanmoins, d'aller sur le terrain, clairement, en fait, ça peut vraiment, ça change les choses au niveau relation, parce que notamment les acteurs des sports de nature, les responsables, etc., ils ont plus l'impression que
les écoute aussi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un point important que je voulais signaler. L'intérêt d'aller sur des sites de pratique aussi, sites ou itinéraires, c'est aussi de pouvoir se faire accompagner par des professionnels ou en tout cas des encadrants, etc. En l'occurrence, par exemple, ici sur cet exemple que je voulais vous partager, on est directement sur une falaise où moi, je ne peux pas intervenir toute seule. Voilà, j'ai pas les compétences, etc. Il faut au minimum être à deux de toute façon pour grimper sur une falaise. J'ai pas, même si moi, personnellement, je fais de l'escalade, néanmoins, j'ai besoin en tant que salarié, hein, mon employeur a besoin aussi de savoir que je suis entre de bonnes mains, etc. Donc, de se faire accompagner par un guide, par des grimpeurs, des équipeurs, etc., permet nous d'évoluer en sécurité. Évidemment, pendant ce temps-là, il y a un réel échange aussi, puisque là, clairement, on peut leur montrer, bon, ça c'est, voilà, on a découvert ce jour-là, donc en 2022, avec un guide à la fois équipeur, grimpeur, responsable d'un club, etc. Deux plantes protégées, une qu'on connaissait, on savait qu'on allait la trouver, puis une autre dont on n'avait pas connaissance. J'ai pu lui montrer, on a pu voir un petit peu où est-ce qu'elle était, dans quelles conditions, sur quel type, est-ce que c'est plutôt en fissure, en pleine voie. Enfin voilà, il y a vraiment des éléments après vraiment de connaissance d'une plante dans un milieu, comment elle pousse, à quoi elle ressemble. Là, elle n'était pas en fleurs, mais on la voit en feuilles. Parce que sinon, dans un rapport, on a toujours tendance on la met toujours dans sa bonne situation, hein, soit j'imagine pour quand c'est des animaux, le rapace, il est toujours les ailes étalées, on la reconnaît bien, etc. Puis on remarque que sur le terrain, eh bien, voilà, hein, on n'a pas toujours les bonnes, on n'est pas toujours au bon moment, à la bonne période. Euh, voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez je vois qu'il y a le chat, mais franchement, on n'est pas nombreux. Je peux couper, hein, ma présentation, sachant que, voilà. N'hésitez pas, je sais pas. Julie, si tu repères des choses, hein, n'hésite pas. Ça marche. Dans le chat, là, c'est moi qui viens juste de mettre un article en lien avec la responsabilité des gestionnaires sur. Enfin, voilà. C'est D'accord. plus. Oui, parce que moi, du coup, je vois rien. Je vois pas grand-chose. Euh, voilà. Ce que je disais, mais ça rejoint d'aller sur le terrain. C'est souvent le mieux, hein, évidemment, c'est en amont des projets, au démarrage d'un projet. Bon, une fois qu'il y a un projet qui est en cours, etc., enfin, vous le savez tous, c'est compliqué. Les acteurs sont un petit peu sur les freins, ils ont peur de se faire bloquer. Il y a il peut y avoir des tensions, des conflits, enfin voilà. Donc effectivement, le maître mot, hein, c'est évidemment d'anticiper. On n'est pas toujours, malheureusement, effectivement, des fois, on n'est pas au courant. Mais même, j'allais dire, d'anticiper même avant qu'il y ait un projet, c'est-à-dire de se faire connaître, essayer de collaborer, de travailler peut-être sur des petites choses, peut-être même de partage d'informations avant qu'il y ait des projets. Au moment où il y en a un, les acteurs sportifs, en fait, auront peut-être plus en tête l'idée de contacter une association, un parc, un département, etc., pour dire, ah ouais, en fait, ils ont peut-être en tête de se dire, c'est vrai qu'on m'avait parlé d'enjeux floristiques, faunistiques, etc. Voilà, j'ai aucune donnée, je sais pas, peut-être que je peux appeler en amont pour voir si je suis dans les clous, etc. Ça se fait, vraiment. Voilà, alors après, évidemment, il y a ça dépend des personnes, évidemment. Hein, là, il y a vraiment une question de personnes aussi, qui peuvent, et d'engagement, de motivation. Néanmoins, on arrive quand même à des situations où, oui, le grimpeur appelle. Alors, peu importe la structure, parce que du coup, on se connaît tous un peu les uns les autres, hein. Moi, là, je m'occupe de la flore. Bon, on m'appelle, moi je dis, par contre, OK pour la flore, je vous accompagne, je vous dis si dans la base de données, s'il y a des choses, mais je vous invite à contacter la LPO, le SEN, hein, le parc, etc., pour vérifier les enjeux, etc. Donc, on se renvoie la balle aussi, enfin, on se renvoie pas enfin, voilà, renvoie vers les personnes aussi intéressées. Donc, ça, c'est vraiment l'anticipation.
Et après, bon, il y a l'aspect formation, sensibilisation, qui est finalement variable en fonction des moments, des opportunités, être dans des événements, faire des événements. Là, je vous ai partagé une photo en bas à gauche d'un événement qu'on a fait donc dans une salle d'escalade. Voilà, on est allé aussi à la rencontre des pratiquants, salle d'escalade. C'est peut-être un peu plus facile parce que là, du coup, on avait aussi des moyens techniques, etc. J'interviens aussi dans des formations d'équipeurs, comme vous pouvez le voir sur des images, où là, ce sont des stagiaires équipeurs. Donc, c'est une formation proposée par la Ligue Occitanie FFME. Et pendant leur formation, il y a le module biodiversité avec un temps un peu plus formel lors d'une visio où je leur donne un petit peu un certain nombre de connaissances, etc., de liens, etc. Et après, moi, je vais sur le terrain et on voit ensemble comment ça se passe. Donc, c'est intéressant aussi pour nous hein, et pour moi, naturaliste, botaniste, où on voit comment ça fonctionne, qu'est-ce qui nettoie, comment il purge. Et puis, il y a une interaction sur le moment. Et puis, depuis quelques années, depuis 2023, alors on a déjà réalisé ce type de, j'allais dire, de combinaison sur d'autres sujets au Conservatoire botanique, mais on a une approche sciences humaines et sociales qui nous permet, donc avec une ethnologue, ma collègue Christelle Pinault, euh, qui nous permet aussi, alors à la fois nous, d'avoir des clés de compréhension, de lecture, mieux percevoir ou mieux comprendre selon les pratiquants, les catégories de pratiquants et les types de pratiques, comment on peut s'adapter au mieux sur nos discours, nos outils de sensibilisation, de communication, etc. D'abord, de se dire, bah oui, mince, moi je m'attendais à ce que, effectivement, quand j'interviens, quand je dis certaines choses, quand je présente, les, les pratiquants, ils le perçoivent de telle manière aussi. De cette manière-là, non, c'est parfois plus complexe en tout cas. Et puis, ma collègue, Christelle, vient aussi, va auprès des pratiquants et à travers des questionnements, un entretien, les fait aussi s'interroger sur le lien, sur l'approche qu'ils peuvent avoir, sur leur terrain de jeu, sur la nature, comment ils l'aperçoivent, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, etc. Et ça les fait réfléchir également sur la façon d'appréhender leurs pratiques, leurs projets, etc. Donc, on en est un petit peu au début, hein, puisque elle nous a rejoint, enfin, Christelle nous a rejoint, a rejoint l'équipe fin 2023. Bon, on est en 2025. Voilà, on réalise comment dire, des projets ensemble, mais on est encore un petit peu en phase, j'allais dire, d'expérimentation et de test. Mais il y a déjà des choses très concrètes qui se sont mises en place, notamment sous forme de table ronde, d'outils de communication vraiment, je vais dire, presque immersifs, en tout cas appliqués, qui concernent vraiment les pratiquants, etc. Est-ce que là, vous avez des questions avant que j'attaque finalement un peu le sujet même, enfin en tout cas un exemple que je voulais voir avec vous, mais qui va reprendre, hein, vous allez voir un petit peu tout ce que je venais de dire plus généralement. Non, pas de questions. Alors évidemment, enfin, là ça me vient, je travaille en partenariat avec de nombreux acteurs. Alors du côté, j'allais dire, environnemental, évidemment, tous les gestionnaires d'espace, les réserves, les parcs régionaux, parcs nationaux, les associations de protection de l'environnement. Je travaille également avec les acteurs sportifs. Et là, pareil, à plein d'échelles, du plus local, avec un club, jusqu'à une structuration plutôt départementale, euh, voire régionale, avec des ligues, des comités régionaux. Et évidemment, travaille avec les acteurs collectivités territoriales, euh, les départements, la région, les comités de communes, les communes. Enfin, voilà. Finalement,
bon, bah, il y a ça aussi, c'est vrai que c'est important aussi de voir l'ensemble des acteurs, qui intervient, à quel moment, qui est responsable de quoi, hein. On parlait un petit peu des responsabilités. Effectivement, les collectivités là-dessus sont propriétaires, gestionnaires, comment elles peuvent aussi, elles sont responsables, comment elles peuvent intervenir sur un projet, etc. Donc voilà, il y a vraiment, je travaille pas seule. Eroca Nature, c'est vraiment justement aussi se mettre ensemble autour d'une table ou sur le terrain, hein. On invite l'ensemble, les départements, euh, une commune, etc., à aller aussi sur le terrain ensemble pour partager en fait ces enjeux-là. Et donc j'en viens donc au partage, enfin au sujet. Euh, il y a eu un projet de rééquipement de falaises d'escalade dans les Hautes-Pyrénées, en zone cœur du parc national des Pyrénées, qui a regroupé et qui regroupe, enfin je pourrais le dire, le garder encore au présent. Évidemment, bah, ceux qui ont été demandeurs, donc une association, là, Grimpeurs des Gaves, une association de grimpeurs, le club alpin, euh, en l'occurrence celui de Lourdes, le parc national des Pyrénées, une commune, la commune d'Arins-Marsous, la réserve naturelle régionale du Pibest, même si on n'est pas euh, sur la réserve, mais bah, finalement, on dit qu'on a besoin aussi de partager, mutualiser, et la réserve du Pibest, en fait, travaille déjà depuis plusieurs années sur le lien entre les falaises, l'escalade, la gestion, les propriétaires. Donc, elle est venue en appui, voilà, comme voisin, j'allais dire. La communauté de communes des pays des vallées des Gaves. Et puis, un autre type d'acteur, que c'est vrai que je n'avais pas encore parlé, mais parce que voilà, il y en a tellement. Mais en l'occurrence, ici, la gardienne du refuge. Euh, Tout ça aussi chapeauté par le département, parce que le département des Hautes-Pyrénées est animateur aussi d'un groupe de travail biodiversité escalade. Je vais oublier de le mettre là, mais évidemment, moi, ça me paraissait essentiel et important. Voilà, comment ça s'est organisé? Bon, finalement, on a réalisé une visite sur site, comme je vous disais, important d'aller sur le site, en l'occurrence là avec le Parc national des Pyrénées, les agents et nous-mêmes, le conservatoire. On a été accueillis par le refuge. Et un deuxième temps, lors du rééquipement, donc avec les grimpeurs équipeurs, un temps de formation sensibilisée de 3 mois plus tard. Je vais revenir un peu plus en détail. Donc l'objectif du projet de ces grimpeurs, portés par les grimpeurs, qui ont contacté le département, enfin ils ont vraiment eu aussi une attitude, enfin une démarche en fait, ils sont allés voir les collectivités, les propriétaires, la commune, les gestionnaires, le parc, etc., pour vraiment travailler de manière concertée. Donc, leur objectif était de réhabiliter en fait une falaise. Donc, il y avait déjà un équipement. Alors, on est en zone cœur, donc c'est vrai que ça, c'était important. C'est important aussi à bien à, à se rendre compte. En principe, donc en zone cœur, en fait, euh, interdiction en fait d'équiper. Néanmoins, il y avait déjà des voies anciennes qui ont été faites de manière euh, illégale ou en tout cas sans demande d'autorisation. Et là, il y a eu une vraie, réelle démarche de demande d'autorisation. Donc, ils ont fait une demande, donc les grimpeurs ont fait une demande d'autorisation au Parc national des Pyrénées. Le Parc national des Pyrénées qui est également dans une démarche vraiment de réflexion sur où est-ce qu'on peut euh, accepter, où est-ce qu'on interdit, où est-ce qu'on déséquipe. Voilà, ils travaillent au cas par cas avec les acteurs pour essayer de répondre au mieux finalement aux attentes, aux demandes. Donc là, en l'occurrence, euh, le Parc national des Pyrénées a accepté donc le rééquipement de cette petite falaise d'escalade, de rocher-école même, hein, parce que vraiment on est sur en plus sur des falaises qui ont un objectif, je ne sais pas si je l'ai écrit, mais un objectif aussi de formation
grimpeurs et notamment de jeunes grimpeurs à, à l'environnement montagne, puisque en fait, eh bien, il y a un peu de temps d'approche, hein, il y a un refuge, etc. Donc, ils sont aussi dans une optique là de travailler, de sensibiliser à la montagne et à la pratique de l'escalade en montagne, ce qui est un petit peu différent d'un site d'escalade où on se gare juste au pied des voies, pas loin sur un parking, etc. Et de former également, c'était un de leurs objectifs, était de former aussi des équipeurs, à la fois sur les techniques d'équipement, mais aussi à les former, à les sensibiliser à ce que on n'ouvre pas n'importe où des voies d'escalade sans demander l'autorisation aux propriétaires, aux gestionnaires, au parc, à la réserve, etc. Donc c'était vraiment un projet très global et qui prenait en compte l'ensemble des problématiques. Donc, un diagnostic partagé entre tous les acteurs euh, pour identifier bien s'il y avait des enjeux faune et flore à prendre en compte, à respecter une réglementation peut-être particulière. Il se trouve ici que sur ce site-là, donc je vous ai mis une petite photo là, c'est vraiment des petits, presque des rochers en fait, hein, donc là c'est un petit, il peut y avoir un peu plus long, mais voilà, on n'est pas sur des grandes voies de montagne, on est vraiment sur des petites falaises. Donc, il s'est avéré, suite au diagnostic du Parc national des Pyrénées et du Conservatoire botanique, qu'il n'y avait donc pas d'enjeu fort de rapaces, même de petits ou d'autres oiseaux. Au niveau floristique, également, pas d'espèces protégées. Néanmoins, ce diagnostic sur le terrain a permis aux uns et aux autres en fait, de se rendre compte en fait, que même s'il n'y a pas d'espèces protégées, en tout cas sur la flore, qu'il y a des espèces floristiques rupestres peut trouver que sur des falaises et que même si elles ne sont pas protégées, on s'est posé la question, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en faire au moment où on équipe, on rééquipe, on nettoie? Est-ce qu'on nettoie tout, on enlève tout? Quel est l'impact en fait, de l'équipement, du nettoyage sur la flore des rochers et au moment où, pardon, je regardais, au moment en fait, où on équipe et où on rééquipe, on se pose la question si c'est vraiment nécessaire d'enlever des plantes qui sont certes pas protégées, donc rien n'interdit, en fait, on essaie d'être transparent, hein, rien n'interdit de les enlever, il n'y a pas d'interdiction de destruction, d'arrachage, etc. Mais finalement, en les sensibilisant à cette flore spécifique des milieux rocheux qu'on ne retrouve pas sur la pelouse en dessous, etc., on les sensibilise en fait vraiment à l'intérêt finalement de conserver au maximum des espèces, que ce soit des mousses, la flore vasculaire, etc. Si ça n'a pas d'impact en termes de sécurité, de progression et pour la pratique. Il y a eu également un échange hein, avec la gardienne du refuge qui est vraiment au pied de ces falaises-là, qui peut aussi avoir, elle, des messages à apporter, un lien fort avec des montagnards, des grimpeurs qui vont venir au refuge et elle va pouvoir échanger aussi un petit peu sur les enjeux montagne globalement, mais surtout, enfin, et là en l'occurrence, sur ces falaises. Lors de la phase de travaux, équipement, rééquipement, il y a ce temps de formation, de sensibilisation, formation. Donc là, on l'a fait essentiellement au refuge parce qu'en fait, malgré, on était au mois de septembre, il s'est mis à neiger en fait. Donc il faisait très froid, etc. Donc on a pu être, voilà, l'intérêt c'était qu'on soit à l'abri, pouvoir faire aussi sous forme un petit peu de jeu avec un outil en fait, se rendre compte du type de plantes qu'on peut trouver sur les falaises. Parce que là, du coup, autant sur le moment au mois de juin, sur le diagnostic, j'avais essentiellement les référents, les responsables.
temps, là, au mois de septembre, bah, c'était les stagiaires, en fait, les grimpeurs qui intervenaient. Et donc, j'avais un peu un public aussi plus large. Et donc, bah, j'ai été amenée, en fait, à leur reparler des enjeux et des spécificités de la flore des parois, des démarches, des pratiques concrètes qu'on peut avoir ou qu'on peut faire en amont des projets, pendant le projet, etc. Sous forme d'un petit jeu, euh, voilà, participatif avec des post-it, etc. Euh, voilà, j'en viens à ma conclusion. Ça reprend hein, ce que je dis au fil de ma présentation, mais voilà. L'objectif est vraiment d'accompagner les acteurs sur leur site de pratique itinéraire. Là, j'ai fait un focus sur l'escalade, mais on le fait sur le VTT, le trail, le canyon, la rando, voilà, finalement tous les types de sports. Ce dont on s'aperçoit, c'est que en fonction du type de pratique, on n'intervient pas de la même manière. La, la démarche globale est similaire, c'est-à-dire vraiment on va sur le terrain, on va voir ensemble les enjeux, partage aussi. C'est vraiment la concertation, mais on partage les enjeux sportifs, environnementaux. Euh, Après, selon le type de pratique, on intervient. Enfin, là, après, il y a des déclinaisons un petit peu différentes en fonction du VTT, du trail, de la falaise, parce qu'on va pas. Il y a des spécificités selon les pratiques. Euh, L'escalade, en fait, il y a vraiment aussi un enjeu auprès des équipeurs, grimpeurs, équipeurs, puisqu'il y a vraiment des moments de nettoyage ou de renettoyage, de rééquipement, etc. Sur un sentier de randonnée, de VTT, l'approche va être un petit peu différente. Euh, on va avoir après beaucoup plutôt une sensibilisation sur on reste sur le sentier, on va expliquer pourquoi c'est important de rester sur le sentier, etc. Une fois que c'est équipé, une falaise, en fait, un grimpeur, et d'où aussi l'intérêt de connaître chaque pratique. Un grimpeur, une fois que c'est équipé, il reste sur la voie d'escalade. Il peut y avoir plante protégée à 1 mètre d'une voie d'escalade. Euh, J'allais dire, une fois que c'est équipé, rééquipé, elle ne craint plus rien, cette plante, puisqu'en fait, le grimpeur, il va rester dans sa voie, il ne va pas s'éloigner. Il a des points sur lesquels il s'accroche. C'est ça en va de sa sécurité. Il ne va pas se promener à 1 mètre. Un VTT, un trailer, un randonneur, il y a un sentier, bah, il va quand même pouvoir peut-être il pourrait être amené, ou en tout cas, il va peut-être vouloir couper, descendre, faire de nouvelles traces, etc. Donc là, on va avoir un autre discours entre un pratiquant de VTT et un pratiquant escalade. Où là, vraiment sur l'aspect escalade, on met le focus, pour l'instant, aussi beaucoup sur les référents responsables qui vont équiper, en fait. Là, pour la flore. C'est alors en tout cas pour la flore, parce qu'on voit qu'entre la flore et la faune, c'est un petit peu différent. Mais pour la flore, le plus gros impact de l'escalade, c'est au moment du nettoyage de l'équipe, du rééquipement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pas forcément que le cas pour d'autres pratiques. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, on peut pas, il n'y a pas de choses globales pour toutes les pratiques. C'est vraiment très variable selon les types de pratiques et même, j'allais dire, même en termes de milieu. Hein. Les milieux vont être différents. Nous, entre une falaise, la flore d'une falaise est complètement différente avec une flore forestière où on a dans une forêt où on a un sentier de VTT qui traverse une forêt. Ce qui n'est pas le cas pour la faune. Donc, moi, aujourd'hui, je parle essentiellement pour la flore, mais je travaille avec euh, des associations naturalistes, des gestionnaires, etc., d'autres structures qui ont des compétences peut-être plus faune ou mixtes. Et on voit bien que les enjeux peuvent être périodiques et ne sont pas forcément au même moment que pour la flore. Voilà, pardon, j'étais un peu long sur cette parenthèse-là, mais voilà, et donc l'enjeu, c'est vraiment
compréhension, échange réciproque des enjeux naturalistes sportifs et de vraiment travailler en amont de projet, même avant qu'il y ait un projet finalement, presque, j'allais dire. Aller chercher en fait les acteurs, les clubs, les comités, etc. euh, Même s'il n'y a pas de projet, va se faire connaître et dire, bon ben voilà, travailler vraiment en amont. Voilà. J'espère que Merci, j'ai pas été Nadine. trop long. Non, non, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une, mais je vous laisse la priorité. Non, pas de questions. Moi, c'était par rapport à l'accompagnement. Du coup, vous êtes sur le secteur enfin, Occitanie, côté ex-Midi-Pyrénées. Vous accompagnez tous les acteurs qui en font la demande, en fait. Comment vous pouvez accompagner Alors évidemment, oui, je vois ça. Alors, jusqu'ici, oui, parce que je démarrais quand même, hein, Roca Nature démarrait en 2019. Il a fallu aussi se faire, enfin, faire connaître un petit peu cette démarche, etc. J'essaye effectivement quand même, je peux pas intervenir dans tous les clubs qui me solliciteraient, etc. Mais il y a une organisation, j'essaye plutôt d'intervenir. Effectivement, sur des points ou au niveau stratégique, plutôt à l'échelle régionale, au niveau des comités, euh, au niveau des départements. Euh, on va pouvoir aussi, finalement, on se rend compte que sur le terrain, localement, il y a des associations de protection de la nature, des associations naturalistes, qui peuvent prendre le relais en termes de connaissances, d'accompagnement, etc. Donc, j'allais dire, pour l'instant, jusqu'ici, j'arrive à accompagner, aller sur le terrain, si c'est faisable, etc. Mais il est vrai que pour l'instant, voilà, voilà, pour l'instant, oui, mais c'est vrai Oui, que ce ne si sera ça pas devait éteint. prendre de l'ampleur, il y a une façon aussi d'organiser. Moi, l'objectif, plutôt aussi de mettre à disposition, alors, au-delà de nos missions même du conservatoire, mettre à disposition les données, ça, dans tous les cas, oui. Là, ça, c'est une mission, on accompagne, on met à disposition les données, à minima, etc. Après, aller sur le terrain, aller à toutes les réunions, etc., ça, Oui, c'est là, vraiment en fonction au cas par cas. plutôt des enjeux, des forces vives localement, une association qui peut prendre le relais, même, j'allais dire, c'est vrai que je n'ai pas parlé, mais l'ALPO a un dispositif qui s'appelle Biodiff Sport qui Ah ben vise justement, je à voulais qu'on en parle aussi. Voilà, ben là, on est très complémentaires, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Là-dessus. Alors, pour l'instant, Biodisport, ce dispositif de diffusion de données naturalistes sur les plateformes sportives, c'est comme ça que ça se passe en fait, hein. Mm. Pour l'instant, il n'y a pas très peu de choses de flore parce que ça n'avait pas été en tout cas initié pour des enjeux flore au départ. Enfin, en tout cas, ils sont tout déployés au niveau faune. Donc, j'y travaille avec la LPO pour pouvoir faire des fiches sur des espèces ou des groupes d'espèces, etc., et mettre à disposition ces données qui vont être après diffusées sur des plateformes de pratiquants. Voilà. Et Mais là-dessus, on est vraiment sur le même parce que la LPO, en fait, derrière ça, euh, ils essayent de mettre en avant aussi, c'est pareil, ces phases de concertation, conciliation, etc. Donc, on oui, a bah, de toute façon, il n'y a vraiment, pas de secret là-dessus. c'est la même, voilà, c'est la même approche. Alors, oui, c'est vrai qu'on est tous conscients, etc., de se dire, ah oui, oui, c'est bien la concertation, conciliation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est long. Oui. C'est vraiment très long. C'est-à-dire que ça s'étale sur plusieurs années même. Enfin, le temps de mettre autour de la table, de chercher. Parfois, en plus, on s'est pas rendu compte, on a oublié un partenaire, on a oublié un acteur, Mm. etc. Et que c'est long. En fait, c'est des relations qui se construisent, en fait. Plus exactement, au-delà de ces mots, concertation, conciliation, ce sont vraiment des relations qui se construisent et d'être connus et de se faire connaître. Ouais. Voilà. Je pense que ça, les gestionnaires en sont conscients. Ils sont, Et mais, sur notre travail, vraiment, effectivement, nous, conservateurs botaniques Pyrénées-Midi-Pyrénées, on a un agrément et on est opérationnel sur ex-Midi-Pyrénées. Là où effectivement, là, on est vraiment, enfin, il faut aller
en Aveyron, enfin je vais en Aveyron dans le Lot, on travaille notamment avec le département du Lot sur la charte escalade, etc. Mais effectivement, les outils, les démarches sont vraiment faites aussi pour être mises à disposition à l'ensemble de l'Occitanie et donc notamment au département, au territoire Languedoc-Roussillon, ex-Languedoc-Roussillon. Voilà. Et je peux accompagner, enfin voilà, tout à fait intervenir pour une réunion, etc. Par contre, aller sur le terrain, ça c'est plutôt C'est plus mes collègues compliqué. du Ouais. Conservatoire botanique méditerranéen qu'il faudrait Si tu as, solliciter. si tu as des liens, n'hésite pas à les mettre dans le chat, que ce soit Oui, pour un lien vers le projet de façon générale, les oui, contacts, d'accord. etc. Oui, oui. Vincent, tu voulais intervenir? Oui, merci pour cette présentation. Ceci d'original, c'est que évidemment sur les falaises et escalades, on pense plus aux oiseaux qu'aux plantes, et elles ont évidemment toute leur place. Moi, je voulais en fait poser une question, faire une suggestion. Alors la question, est-ce que vous avez eu des problèmes avec les escaladors en solo qui équipent de façon sauvage, si je puis dire, certaines parois? Alors là, on est en altitude hein, sur cet exemple, mais dans l'Aude, on sait qu'il y a justement des équipements un peu sauvages. Et ma suggestion, c'est que bon là, dans ce cas précis, il y a un financement dédié, c'est très précieux et il faut beaucoup de temps, ça on l'a bien compris, pour aller sur le terrain et aller en concertation. Mais pour ma part, j'essaie de militer au niveau des atlas de la biodiversité financés par l'OFB, où il est demandé de faire beaucoup de sensibilisation. Selon les cas, j'essaie de militer les acteurs qui gèrent ces atlas pour justement dédier du temps de sensibilisation à tous les sports de nature. Évidemment, il faut aller dans les écoles, il faut aller voir citoyens de base, mais d'aller vraiment au niveau de ces acteurs. Et on a un cas typique là dans le Minervois, il y a un gros atlas qui va se lancer avec une falaise justement qui est équipée et mais bien encadrée par les acteurs locaux. Et je pense qu'il faut utiliser ces atlas en la matière pour disposer de temps et de financement dédiés. Alors c'est un message à peine subliminal pour Lucas, évidemment, dans le parc, mais je pousse cette suggestion à tout le monde et j'aimerais savoir du côté de l'exemple qui nous a été présenté s'il y a eu des difficultés avec les escaladors qui équipent de façon sauvage ou qui passent de façon sauvage sans se poser de questions, sans être à peine vus. Merci. Oui, alors oui, effectivement, les grimpeurs, ce qu'on appelle les. Alors, c'est rigolo parce que même les fédérations sportives, hein, les clubs, etc., ils appellent ça donc les électrons libres. Ils sont connus. euh, Ils sont connus, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que je vois depuis plusieurs années que, en fait, les comités escalade, donc départementaux, régionaux et localement, les clubs, etc., en fait, ils font un peu, c'est eux-mêmes qui vont aller remonter les bretelles de ces grimpeurs qui équipent sans autorisation. Et il y a eu des cas, etc., où les comités départementaux ont fait une enquête, enfin une enquête en interne, etc. Puis après, ils savent très bien qui a équipé, etc. Et ils sont allés les voir, les appeler, etc. Et ça passe très mal, même auprès des grimpeurs, des comités en tout cas qui sont structurés. Euh, voilà, cette attitude, du coup, les comportements là de grimpeurs. Alors, c'est, je pense, assez de plus en plus isolé parce que justement, ces grimpeurs-là qui font ça en catimini, ce qui n'arrivent jamais trop à le faire parce que ça se sait toujours, se sentent un petit peu, je pense, quand même un peu plus observés et surtout leur propre communauté. En fait, c'est décrié par leur propre communauté. Parce que on voit clairement quand on va dans des forums, quand on va dans des réunions, des choses comme ça, euh, les grimpeurs qui essayent de faire les choses justement, d'anticiper les projets, etc., ils ont envie que leur site d'escalade soit maintenu dans le temps. Ils n'ont pas envie qu'on leur ferme parce que finalement, on va leur dire après, ah ben non, mais vous n'avez pas fait les choses correctement. Ou, bah non, bah maintenant c'est trop tard. Vous avez dégradé, vous avez détruit telle plante protégée, ou en l'occurrence, ou plutôt vous avez fait échouer une reproduction de rapaces, etc. Et ça, ils sont de plus en plus, les grimpeurs, la communauté des grimpeurs est de plus en plus sensible à ça.
pourrait se dire, ouais, alors on pourrait se dire, bon, leur intérêt premier est peut-être pas de préserver la biodiversité, j'en sais rien. Je pense que dans le lot, il y en a, clairement. Bon, c'est la raison première. Mais la grosse raison aussi, et bah, je vais dire tant mieux, c'est de pouvoir continuer à pratiquer et qu'on arrête de dire que les grimpeurs ne sont pas soucieux de leur environnement, etc. Moi, je vois vraiment là depuis ces quelques années, quand j'interviens dans des formations d'équipeurs, le message est clair de la part des formateurs. Au dernier, c'était en Haute-Garonne, où clairement le formateur a dit que là, comment dire, on vous forme à équiper, etc. Nanana, on ne vous voit pas équipé sans autorisation, sans être allé faire les démarches auprès des propriétaires, des gestionnaires, des naturalistes. Bon, moi j'étais assez étonnée que d'entrée, voilà, ils l'ont dit clairement. C'est vraiment un message que, en tout cas, que les fédérations, les comités techniques au niveau départementaux disent. Néanmoins, bien sûr, il y en a toujours qui veulent en faire, voilà. Je pense que c'est en train de basculer un petit peu. Il y a vraiment voilà. Mais effectivement, ceux-là, on peut, à part les sensibiliser, je pense que la meilleure sensibilisation, c'est que ce soit les grimpeurs qui sensibilisent eux-mêmes leurs collègues. Ça, c'est sûr que, à mon avis, c'est peut-être la meilleure façon. Ok, merci Nadine. Clara? Oui, j'avais une question, mais je me dis que la réponse va peut-être être un petit peu similaire au final. Je me demandais comment prendre en compte les guides professionnels, etc., qui arrivent mais qui sont extérieurs au territoire. C'est-à-dire des gens qui ramènent du monde, mais parce qu'ils enfin, ils connaissent le site, mais qui n'habitent pas spécialement sur le territoire et donc ne profitent pas forcément des formations ou autres. Enfin, nous, on a le cas sur certains sites, on en parlait hier pour des questions spéléo, mais bon, voilà, ça peut être la même chose pour l'escalade ou pour des guides de randonnée moyenne, haute montagne, et qui, pareil, du coup, enfin, soit par méconnaissance, soit par voilà, manque d'information, enfin, ce genre de choses peuvent impacter les enjeux, quoi. Effectivement, hein, là, dans ma présentation, vous avez vu que j'ai beaucoup insisté sur anticiper les projets. On était plus au moment de la création du projet et donc avec localement, etc. Effectivement, je pense que la démarche est complètement différente quand ce sont des personnes qui viennent sur un territoire, effectivement, avec un groupe, etc. Là, je pense, donc je vous ai parlé de Biodisport. Je pense que ça, c'est un des outils. Voilà, parce que des pratiquants qui viennent d'une autre région vont aller sur les plateformes hein, et sur Internet, etc. Et vont aller regarder quel site est le mieux. Machin. Et donc, je pense mettre à disposition, en tout cas, à minima, des informations de sensibilisation, etc. sur ces plateformes-là. Je pense que c'est le minimum. Voilà, déjà avant qu'ils se déplacent, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on parle souvent entre acteurs. Euh, Souvent, on dit il faudrait mettre aussi sur place des panneaux, des affiches, etc. Ça, c'est bien parce que ça permet encore de donner d'autres informations. Mais effectivement, le problème vient que un groupe qui vient de se faire 3 heures de route, qui vient sur un site, ils arrivent au parking, ils voient qu'il y a un panneau qui leur dit bah non, interdiction de grimper de telle date à telle date parce que nidification, parce que plante protégée, etc. Ça va être très mal pris et on fait 3 heures de route. Il est tout à fait possible que, tant pis, ils bravent l'interdiction, ils vont aller grimper quand même, ou en tout cas, ça va frustrer, etc. Donc là, l'enjeu, alors il n'y a pas vraiment pour en avoir déjà parlé avec des départements, avec des parcs, etc., il n'y a pas de solution là pour l'instant, à part passer par les plateformes des pratiquants, pas forcément pas forcément les sites officiels de la FFME, du CAF, etc. Parce que ça, c'est déjà des personnes, des pratiquants qui ont déjà une démarche, peut-être fédérée, qui passent par un club, qui passent par etc. Même si l'information pourrait y être, ça c'est bien sur ces. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de pratiquants, notamment sur l'escalade, qui ne sont pas licenciés. Euh, D'ailleurs, c'est la plus grande partie. Hein. Voilà, c'est la plupart des grimpeurs ne sont pas licenciés. Et donc, du coup, ils vont aller sur Internet, sur des plateformes, sur des forums, etc. Donc, il faut que l'information.
alors soit une information précise ou en tout cas qu'on puisse dire attention, vérifier avant d'aller sur les sites qu'il y ait pas de choses et qui renvoie sur des sites peut-être Roca Nature, sur Biodisport, etc. Ouais. Mais ça reste encore, ça c'est voilà, il reste encore là des choses à imaginer, à construire, hein, avec, je pense, avec les sportifs. Et c'est là l'intérêt de savoir comment fonctionnent les sportifs, où est-ce qu'ils vont chercher les informations, quel type de sportif, parce qu'on est des sportifs plutôt locaux, où on sait que c'est des spots, ou enfin des sites où on sait que, en fait, je sais pas moi, 80% des gens ils viennent d'extérieur. Et donc là, comment on fait? Des offices de tourisme, peut-être voir avec les offices de tourisme. Mais est-ce que les grimpeurs vont les offices de tourisme? Enfin, là, je pense que là, vraiment, les collectivités et puis les gestionnaires, il faut qu'on puisse ensemble là, travailler sur sur ça. Mais là, désolée, j'ai pas de réponse. Non, mais enfin, ça recoupe des éléments de toute façon qu'on évoquait aussi. Et c'est vrai que voilà, on se disait, enfin, passer par les sites très spécifiques et que via ces sites aussi, il puisse y avoir une modération, une information sur les Mais différentes Biodisport, activités. vraiment le Et dispositif voilà, est Biodisport, super intéressant pour je ça, pense que bien c'est sûr. super Ouais, intéressant de faire ça, hein. ouais, Donc là, ouais, ouais, c'est ouais. la LPO Oui, qui anime ce ben on vient, dispositif. enfin Bon, au parc, nous, on vient de se lancer cette année d'accord. dedans là justement pour travailler un peu Mm. sur tout ça parce que Ouais. effectivement ça semble de plus en plus prégnant. Mm. Ben, merci beaucoup en tout cas. C'est dommage, Noémie, là, du département 66, a dû nous quitter, mais je sais que le département 66 a testé le dispositif. Alors malheureusement, je crois ils ont dû arrêter faute de financement. Enfin, il y avait des choses un petit peu compliquées, donc ça n'a pas pu Mm. perdurer. Mais il y a peut-être effectivement, si tu peux les contacter, je pense que la personne en plus qui s'en occupait est restée au département. Il n'est plus forcément sur Biodisport, mais il est toujours au département. Donc ça peut valoir le coup pour Oui, avoir un retour d'expérience. parce que Biodisport, alors c'est pas simplement on met des données. Leur démarche est très complète, c'est-à-dire que et peut-être un peu restrictive, mais pour mettre des données sur cette plateforme qui va être après automatiquement rediffusée sur les plateformes des pratiquants, pour y mettre ces données, en fait, il faut que ces données aient fait l'objet d'une concertation. Oui. Donc, on ne vient pas mettre des données que personne n'avait jamais, dont les acteurs sportifs n'avaient pas connaissance, et on leur met. C'est vraiment d'abord, on fait travaille ensemble localement, donc site par site ou par petit site, mais on s'est vu sur le terrain, on a fait un travail de concertation, de conciliation. Est-ce que les grimpeurs, les vététistes, vous êtes OK pour qu'on mette, qu'on restreint la période, etc., pour qu'on affiche qu'effectivement, enfin voilà. Et après seulement, la donnée est mise sur cette plateforme-là. Donc ça, c'est vraiment important. Il m'avait, enfin, voilà, à préciser. On ne met pas toutes les données comme ça parce que sinon, voilà, il faut que ça ait été entre guillemets validé, en tout cas concerté, discuté avec l'ensemble des acteurs sur un site. Et Clara, Sophie, tu me confirmeras, mais je crois qu'on a fait un café gène sur Biodisport. Il était intervenu, je ne sais plus comment il s'appelle justement cette Adrien personne. Lambert, je pense, hein. Non, Non. c'était C'était pas pas lui. UC 66 qui était intervenu. Non. Oui, il me semble. Je vérifierai, mais sur notre chaîne YouTube, du coup, il y a tous les cafés gènes. Je crois qu'il y en a un, effectivement, Ah, avec une des connotation réserves peut-être de Biodisport. ouais. Ça me dit quelque chose, je crois que j'avais vu passer le lien Ouais. Et, gardant, et- etc. et moi, j'ai noté aussi que c'était peut-être dans ce cadre-là d'ailleurs que le PNR Comminges-Barousse-Pyrénées était en cours enfin le PNR en formation du coup était aussi en démarche pour mettre en place Biodisport sur leur territoire. Donc peut-être aussi un contact intéressant. J'ai pas le contact de la personne en question, mais ça doit pouvoir se trouver. Ouais, Parce bah, que je du coup, regarde. ce que tu disais, Clara, c'est bien que cette année ou l'année prochaine, vous voulez lancer Et ben, Biodisport sur votre cette territoire. année-là, on a Cette fait année. des démarches, ça y est, avec la LPO France et la chargée de mission qui se charge de tout ça pour s'inscrire dans le dispositif, avoir accès du coup aux plateformes et tout. Et donc, on a un ou deux sites déjà en tête. Donc, quand je dis on, c'est moi-même et puis le chargé de mission randonnée, Mm. activité de pleine nature qui est pas mal impliqué sur cette question-là aussi. Et le but, c'est que, enfin, du coup, dans le cadre, moi, de mes missions de création d'aires protégées, adaptation, zone de protection forte, etc., qu'on puisse au fur et à mesure inscrire ces sites dans la démarche Biodisport, les rentrer sur les plateformes, intégrer ça dans le cadre de la concertation
Et justement, on en parlait hier par rapport à un site de cirque et de grotte à chauves-souris. Et voilà, sur les questions de sensibilisation, d'information des publics, que ce soit locaux ou autres, c'est quand même, enfin, ça peut être quand même super intéressant. Ok, c'est bien faux. Alors effectivement, oui, il y en a eu un. Je t'enverrai le lien, Clara, si tu veux. C'est Pierre Saroui, moi, le contact que j'avais au département 66. Et donc, c'était un café gène sur l'accompagnement des pratiques des sports de pleine nature. Et voilà. Et il y avait eu une présentation de Biodisport. Vincent, une dernière question. Et ensuite, ben, justement, ça faisait un peu le lien. Sophie, je te laisserai peut-être poursuivre du coup sur ce qui se fait sur le PAT, du coup, sur ce sujet. Rapidement, c'était suite à un atelier de la RB, il y a le parc naturel régional du Haut-Languedoc qui a mis en place des patrouilles, entre guillemets, la pas de patrouille de mémoire, et c'est du personnel de terrain qui pourrait évidemment repérer certaines pratiques. Après, ils peuvent pas évidemment dresser un PV, mais c'est aussi un outil propre au PNR. Je crois que sur le PNR Corbière-Fenouillette, c'est plutôt des FCI, mais on peut tout à fait imaginer une adaptation des missions et tant qu'il y a des financements, bah, ça devient très précieux suite aux pressions des différents publics et des urbains qui débarquent. Bon, j'ai juste une toute petite anecdote. C'est bien avant le Covid. Heureusement que j'étais là, entre guillemets, parce que sur une de nos forêts en milieu méditerranéen, forêt départementale en ENS, j'ai surpris un biker, comme je dis en rigolant, là, qui se baladait et j'ai réussi à l'arrêter. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors on est sur des pistes, hein. Il me dit, ah oui, mais moi je commercialise des voyages. Et je suis du Nord et en septembre, j'ai débarqué avec des clients. Donc, j'ai dû le former, évidemment, à tout ce qui est pratique, ou tout de moins la sensibilisation des FCI, mais ça fait partie d'un tout, hein, pour moi, d'un public qui vient de très très loin et qui croit que tout est ouvert et qu'il n'y a aucune difficulté, alors que rien qu'avec un pot d'échappement ultra brûlant, il pouvait mettre le feu à l'insu de son plein gré, hein. Vous imaginez bien sur de la broussaille ou simplement une surface herbacée complètement cramée. Voilà mon intervention. Je vous laisse à la main. Merci Vincent. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, Sophie, je te laisse nous présenter rapidement. Oui, bon, c'est pas vraiment une présentation, c'était juste, je m'étais dit que si on avait un peu de temps, je pouvais vous parler un peu de la démarche qu'on met en place. Enfin, c'est d'ailleurs pas la démarche qu'on met en place, mais du coup, on vient de terminer le premier plan d'action pour les aires protégées d'Occitanie. On le termine cette année. Et du coup, on va réécrire un nouveau plan d'action pour la période fin d'année là 2025 jusqu'à 2028. Et une des thématiques dans la stratégie des aires protégées, donc dans le plan d'action, ça concerne l'encadrement des activités sur les aires protégées. Et donc la thématique des sports de nature est présente. Je ne sais pas si vous y avez répondu. On avait fait passer un questionnaire avec Julie en début d'année, enfin, autour du mois de février-mars, je crois, justement pour faire un peu le point avec les gestionnaires sur à la fois l'animation du réseau et puis sur des thématiques qui concernent justement plutôt le plan d'action. Il y avait une question sur l'encadrement des sports de nature où du coup on posait la question si les gestionnaires se sentaient suffisamment outillés pour travailler sur ces sujets. On a eu, sur cette question-là, on a eu 54 réponses et à peu près moitié-moitié qui, oui, se sentaient assez outillés et la moitié qui, non, ne se sentent pas assez outillés dans les besoins qui ressortaient. Il y avait notamment, celui qui ressortait le plus fort, c'était le besoin d'une dynamique collective pour porter ces sujets qui touchent beaucoup d'acteurs. Et un autre besoin, c'était d'avoir davantage de retours d'expérience. Donc, le genre de café qu'on propose aujourd'hui, c'est un peu l'idée de répondre à ce besoin, mais pour le côté un peu dynamique collective pour porter ces sujets, je pense qu'il y aurait encore des choses à faire. Pour l'instant, les premières pistes, on a déjà fait un atelier de concertation pour le deuxième plan d'action. Les quelques actions qui sont ressorties, qui concernent vraiment les sports de nature, il y avait continuer à fournir des retours d'expérience sur les nouvelles pratiques, parce qu'il y a cette idée qu'il y a des nouvelles pratiques qui se développent très rapidement et que c'est des fois difficile pour les gestionnaires, je pense, de suivre l'encadrement de ces nouvelles pratiques qui arrivent sur les territoires, d'assurer une veille du coup sur ces nouvelles activités de loisirs, de généraliser le recours à la cartographie des activités et des pressions sur son territoire, je pense, pour répondre à un besoin, enfin, peut-être un peu ce que tu évoquais, Nadine, aussi, c'est qu'il faut déjà bien connaître qui sont les pratiquants, qui viennent sur le territoire, pour faire quel type d'activité, parce que du coup, les réponses qu'on pourra apporter sont
assez lié à une connaissance fine de son territoire. Et une troisième piste aussi, et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous-même vous avez déjà utilisé, c'est d'utiliser les flux de données issus des applications liées à la pratique des sports de nature, typiquement des applications type Strava ou des applications directement utilisées par les pratiquants. Essayer de récupérer ces données-là pour mieux caractériser justement les pratiques, les lieux de pratique aussi qui sont sur le territoire. Donc, ça, c'était les trois pistes qui avaient été évoquées. Mais si vous avez des idées ou si vous avez des retours d'expérience à partager là, n'hésitez pas, soit à les partager là, il reste peut-être 5-10 minutes, et aussi, du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez contribuer sur ce sujet-là. J'ai bien noté, du coup, pour le PNR des Grands Causes que vous étiez en cours de mise en place de la démarche Biodisport, mais si vous avez d'autres éléments à me faire parvenir, d'autres retours d'expérience, ou des idées pour ce deuxième plan d'action, n'hésitez pas sur le sujet. Merci. Merci Sophie. Est-ce que ça sollicite N'hésitez pas aussi effectivement à présenter, comment dire, voilà, à nous dire quelles sont les problématiques que vous rencontrez réellement. Alors c'est vrai que la thématique réglementaire en elle-même n'a pas forcément été abordée ce matin, comme je vous disais, l'intervenant que j'avais sollicité n'a pas pu se rendre disponible finalement. J'ai envoyé dans le chat, alors c'est pas la vérité absolue, on va dire, mais un article avec justement un certain nombre d'éléments sur la thématique de la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires, avec justement une réglementation qui est passée, enfin une loi qui est passée il y a quelques années sur l'atténuation de cette responsabilité, et d'autres donc qui vient du site Jury Sportiva, je ne sais pas si vous connaissez. Donc du coup, je le mettrai dans le chat, enfin dans le mail que je vais vous envoyer également. Vous trouverez un certain nombre de points sur ce sujet-là. Mais voilà, si vous avez vraiment des questionnements particuliers ou des difficultés vraiment précises sur un site donné, n'hésitez pas aussi à nous les faire remonter. On peut éventuellement essayer de trouver des intervenants pour y répondre ou voilà, essayer de vous aider à trouver, pas forcément une solution, mais au moins quelques éléments pour éclaircir un petit peu les situations. Vincent, tu as la main levée encore, mais j'imagine que c'était par rapport à tout à l'heure. Non, pas du tout. En fait, Pardon. je repense à une action qui n'a rien à voir avec les sports de nature, mais quand même qui était dont le but est de protéger un espace naturel. Donc c'est une commune dans les Pyrénées-Audoises qui a des problèmes de pillage de gentiane pour évidemment la distillerie. Et le département, donc dans le cadre des ENS, a aidé le maire à protéger ces prairies, bon, en essayant de bloquer avec des aménagements adéquats le passage d'un quad. Mais le maire, de son propre chef, a mis en place des caméras pièges photo, et a fait tout valider d'un point de vue juridique par la gendarmerie. Donc ça veut dire que s'il chope un Gugus en train de faire l'andouille, la gendarmerie peut utiliser la capture photo pour aller voir et enquêter et peut-être attraper le contrevenant. Donc bon, après pour la petite histoire, on sait très bien qu'il s'amuse à piller les prairies, mais il n'y avait pas de démarche officielle jusqu'à maintenant qui permettait à la gendarmerie de lui coller un PV ou d'aller beaucoup plus loin. Donc ça existe, mais il faut avoir le courage, évidemment, d'affronter une sorte d'orage technocratique, si je peux dire, ou bureaucratique. Et on a ce retour d'expérience qui, j'espère, ne servira jamais. Que là, le message sera bien passé, même si c'est évidemment une pratique qui ne se retrouve pas partout, mais encore que dans le Massif central et évidemment dans les Pyrénées. D'autres communes affrontent, on va dire, une cueillette plus ou moins autorisée de gentiane, comme d'autres s'élèvent contre. Alors là, je sais que le conservatoire botanique des Pyrénées, on s'est appuyé aussi sur cette expérience, accompagne les communes. Mais là, on avait vraiment un maire qui ne voulait absolument pas permettre, quelle que soit l'origine, si je puis dire, une cueillette de ces gentianes. Merci Vincent. C'est rare que des maires aient, comment dire, parce que bon, c'est aussi s'affronter aux habitants et aux personnes qui habitent. Enfin,
c'est pas évident d'arriver à prendre ce genre de décision, j'ai l'impression. Donc c'est courageux aussi. Clara? Oui, c'était juste pour revenir rapidement sur la question des nouvelles pratiques. Je me faisais la réflexion tout à l'heure pendant la présentation de Nadine. C'est vrai que je pense qu'on commence à connaître pas trop mal les pratiques, tout ce qui va être escalade, randonnée, etc. On pratique nous-mêmes parfois, on a pas mal de retours d'expérience. Mais sur beaucoup de nouvelles pratiques, on se retrouve un peu démunis, voire étonnés par les actions et les idées qui peuvent être menées. Et peut-être que voilà, ces questions-là de retour d'expérience, de bibliographie, de réflexion sont peut-être importantes sur ces nouvelles pratiques-là pour pouvoir anticiper encore une fois les impacts qu'elles peuvent avoir et puis se pose, enfin, lors de la rédaction des plans de gestion, des réglementations, etc., la question de dire qu'est-ce qu'on réglemente et jusqu'où on va et à quel point on anticipe. Donc, pouvoir avoir un point vraiment sur ces questions-là, ça me semble être assez important, notamment pour la suite. Et quand tu dis nouvelle pratique, là, tu as des exemples en tête? Je pensais à tout ce qui était base jump, wingsuit, gravel, enfin j'en passe et des meilleurs, je les connais pas toutes, je pense. Mais là c'est bien d'actualité en ce moment parce que enfin à Millau on a ce week-end le festival des Natural Games, donc qui est festival sport, outdoor et musique. Et pour le coup en termes de nouvelles pratiques, je pense que j'en ai découvert au moins 5 rien qu'en lisant le programme. Et donc, bon, ça se passe pour beaucoup sur des spots qui sont aménagés, enfin, c'est artificiel, quoi. Mais je ne doute pas que ça donne des idées à nombre de personnes pour retourner faire ça ensuite dans la nature, dans les gorges, sur les côtes. Et à mon avis, voilà, il y a vraiment une veille à avoir là-dessus. Au niveau des grands causes, la chargée de mission Natura 2000, elle a fait un travail depuis très longtemps avec les organisateurs justement des Natural Games pour sensibiliser, informer, et ça porte ses fruits sur pas mal de choses. Mais bon, voilà, à mon avis, il ne faut pas baisser la vigilance parce qu'il y a plein de choses nouvelles qui apparaissent chaque année. Et voilà. Je rebondis également sur l'intervention de Clara. Moi, je rejoins totalement ce que tu viens de dire. C'est vrai que bon, on parle beaucoup de trail, de VTT, etc. Mais ça, c'est quand même des activités qu'on commence à bien suivre, à connaître. Et ça, je dis pas que c'est gérable, mais on a quand même bien identifié les acteurs. Mais par exemple, moi, je pense aussi au RAID où c'est multisport. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible sur des balises, donc à la rigueur de ne surtout pas utiliser de pistes vraiment définies. Enfin, c'est d'aller le plus rapidement possible. Donc en fait, c'est des pratiques qui sont pas du tout encadrées et qui partent. Les gens ils sont lâchés dans la nature et ça c'est très très difficile puisque l'essence même de cette pratique c'est justement un peu cette liberté, ce free. Il y a aussi toutes les activités de drones, même de drones en fait, d'une personne isolée qui va faire voler des drones. Et en fait, ça, comment les toucher, c'est impossible. Et puis, ça, il y en a, mais vraiment de plus en plus. Donc, effectivement, il y a plein de pratiques qui émergent. Et on se dit, mais waouh, comment on va arriver à identifier les acteurs? Parce que quand il y a des fédérations, des choses comme ça, c'est facile. Quand les gens ne sont pas fédérés et qui sont vraiment, qui pratiquent, qui réalisent vraiment une pratique autonome, bah là, on est mais juste complètement dépassé, quoi. Et comment faire pour toucher ces personnes-là? Bah ouais, là, c'est un peu la grande question, quoi. C'est de plus en plus le cas, je trouve, sur toutes ces pratiques un petit peu émergentes là, qui du coup sont gérées par l'intermédiaire parfois des réseaux, des sites, des forums, et derrière pour avoir un ou deux acteurs vraiment présents, concrets, qu'on peut inviter en réunion pour discuter ou avec qui on peut aller, c'est quand même compliqué, je trouve, à identifier. Nadine? Oui, je me permets. Je pense qu'il faut aussi qu'on aille vers les organisateurs d'événements. Je pense Natural Games, par exemple. Moi, il y a quelques années aussi, j'étais intervenue faire une petite conférence. Il n'y avait pas grand monde. Et encore, je crois qu'il avait, pour la petite histoire, il pleuvait. Donc, comme j'étais dans le chapiteau, les gens se sont venus s'abriter et du coup, écouter ce que j'avais à dire et les images que j'avais à montrer, des petites vidéos, etc. Mais je pense que c'est aussi une démarche à avoir auprès vraiment des organisateurs et de les sensibiliser. Est-ce que, par exemple, Natural Games,
qu'ils aient à un moment donné, mais euh, aussi qui portent eux-mêmes un message, hein, de dire, bon, bah, effectivement, c'est sympa, voilà, on fait la promotion de sport, etc. Mais il faut que eux-mêmes soient persuadés qu'à un moment donné, peut-être qu'ils persuadés de la nécessité de préserver la biodiversité dans les milieux naturels pour qu'ils puissent aussi changer, enfin un peu finalement changer leur regard et se dire, bon, on peut peut-être effectivement continuer à faire, c'est pas qu'on est contre le maintien de ce type d'événement, mais qu'il y ait derrière ça aussi peut-être des engagements forts. Alors, moi, je trouve que c'est le cas sur zéro déchet, enfin, voilà, les éco-cups, les déchets, les toilettes, l'eau, etc. Je trouve que ces événements-là, que ce soit même pour les trails, etc., on voit les efforts, malgré tout, qu'ils font les organisateurs, par exemple, de trails, sur justement pas de déchets, pas de balises, etc. Et euh, après, sur la biodiversité, moi, je trouve, enfin, c'est le pas à passer encore là-dessus, qui pour l'instant n'est pas fait ou très peu fait. Voilà. Et que je pense qu'il y a un vrai travail à faire, moi, sur les organisateurs. Un raid, effectivement, mais pourquoi pas, enfin, ceux qui organisent les raids, dire, bah, oui, le raid, c'est on va au plus vite, etc. Mais est-ce que des règles, ça pourrait pas être tout en restant sur les sentiers, tout en, etc. Enfin, mais ça, c'est, ouais, ouais, bah oui, c'est moins fun. Mais à un moment donné, je pense que pour moi, à un moment donné, c'est de parler et de sensibiliser et de faire prendre conscience les organisateurs, en fait. Parce que de parler aux gens, enfin aux participants, une fois qu'ils sont inscrits à une course, enfin, c'est pas la peine. Il faut que ça vienne, faut que ce soit dans le règlement, que ce soit dans l'ADN même en fait de l'événement. Et à ce moment-là, il y a peut-être un espace pour que les pratiquants puissent l'entendre, le voir, le lire, etc. Et voilà, là, je pense que il faut vraiment être à la base. Voilà. Je dis ça, c'est un de nos objectifs aussi, notamment par exemple avec les organisateurs de trail. C'est pas évident, ça c'est sûr. Mais le gros travail, effectivement, et c'est là où on a plein de gens qui viennent de partout, qui sont pas du tout sensibilisés, très peu sensibilisés. Pour l'instant, ils viennent pas pour ça. Ils viennent pour courir à fond les ballons, pour se dépenser physiquement, mentalement, etc. Il y en a très peu. On a fait des enquêtes, nous, donc ma collègue ethnologue a fait des enquêtes auprès de trailers. Il y en a peu qui disent oui, c'est pour être dans un environnement privilégié où je vois des magnifiques paysages, etc. Il y en a quelques-uns dont c'est l'objectif, mais c'est pas, malheureusement, c'est très peu, enfin, pour l'instant, c'est peu le cas. Mais bon, on a cet objectif en ligne de mire. J'en connais quelques-uns dont c'est l'objectif. Ça laisse un peu d'espoir. Il y en aura peut-être d'autres bientôt. Moi aussi, j'en connais quelques-uns, mais justement, faut aller chercher les autres. Bien. Bah, il est 10h30. Merci beaucoup, Nadine, pour ta présentation et tous ces éléments. Merci à tous d'avoir été présents. J'espère que ça a mené quand même quelques réponses à vos questionnements et autres. Je vous envoie du coup un mail avec la présentation de Nadine. Tu pourras me l'envoyer, Nadine, justement, pour que je puisse la retransférer et les différents éléments qui ont été notifiés dans le chat. Et comme je disais, bah voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter par mail, du coup, en direct, des problématiques spécifiques ou autres. Voilà, si on peut aider à y répondre, ce sera avec plaisir. Le mail de Nadine sera aussi dans le mail. Je pense qu'on peut te recontacter, Nadine, si jamais pour plus d'approfondissement Oui, ou bien sûr. autre. Voilà. Et donc, je vous souhaite à tous un bon été, puisque pas de café gêne au mois de juillet et août, et je vous donne rendez-vous en septembre. Merci à tous et bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.